Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir sur le plateau de Mandarin TV dans l'émission Les Mandarins de l'économie et de la culture. Et aujourd'hui, si la télévision est un art, eh bien, on va parler du 9e art. Le 9e art est un art qui intéresse maintenant et nouvellement la Chine et on va en parler. Alors, le 9e art, c'est la bande dessinée. Et la bande dessinée, en fait, quand on fouille un petit peu, ben, c'est pas très nouveau. Car quand on parle de Rodolphe Töpfer, qui est apparemment ce Suisse qui a inventé au 19e siècle cet art, qui est passé par les États-Unis avec les comics, et qui est inventé américain first, les super-héros que l'on connaît, les Superman, et puis qui n'a pas connu les albums de Tintin, qui n'a pas connu les mangas japonais, et aujourd'hui, le festival d'Angoulême, qui date de 1974, célèbre cet art. Alors, on va citer quelques noms. Nos amis dans les bandes dessinées, Hugo Pratt, et puis avant, c'était Bécassine, les Pieds Nickelés, Bibi Fricotin, Tom Pouce, on a tous rêvé de cela. Et aujourd'hui, nous accueillons Yvon Bertorello, qui est maintenant le super-héros de la bande dessinée, car il en fait des paquets et des paquets, il en vend énormément sur des thématiques toujours culturelles et historiques. Mais Yvon, pour commencer, je voulais te dire, tu as quand même un passé religieux, car je me souviens, tu as présenté un film sur le mont Athos au Publicis sur les Champs-Élysées il y a quelques années. Et donc, tu as cet atavisme sur la culture et la religion. Donc, d'où viens-tu, Yvon? D'abord, merci Michel de me recevoir sur ce plateau, je suis vraiment très honoré. Effectivement, j'ai fait pas mal de documentaires, de reportages sur des sujets religieux, mais des sujets variés aussi. Tu parles du mont Athos, mais j'ai fait une dizaine de documentaires avec Ediviken Nukoujikian, des reportages pour diverses émissions, notamment avec Olivier Delacroix sur France 2. J'ai collaboré à des reportages sur TF1, avec produits par Emmanuel Chin, Elephant et compagnie. Et puis, je me suis mis à la BD un peu par hasard, parce que j'avais écrit un sujet chez Albin Michel. Et un jour, j'ai envoyé un manuscrit. Et puis mon éditeur Thierry Fischer m'a demandé de venir déjeuner. Il m'a dit ça c'est très bien, mais c'est pas du tout un roman historique ou un essai, c'est plutôt une bande dessinée. Et puis je me suis dit, si c'est une bande dessinée, ça ne sera pas chez Albin Michel. C'est vraiment une excellente maison, mais j'ai estimé qu'il valait mieux trouver une maison spécialisée en bande dessinée. C'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors c'est un vrai métier et il y a des auteurs, il y a des éditeurs, et il y a des lecteurs. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui achètent les livres ? Alors, tout le monde se plaint que les jeunes ne lisent plus aujourd'hui. Alors, il est vrai que malheureusement, la littérature a énormément baissé. Les jeunes, dans tous les milieux sociaux, ne lisent plus beaucoup. Mais la BD fait une exception. C'est vraiment une littérature qui échappe à ce déclin de la lecture. Moi, je le vois bien dans les salons de BD, dans les librairies, lors des dédicaces. J'ai des gens de tous les milieux sociaux et de toutes les générations. Donc c'est assez réconfortant pour l'avenir. Alors c'est un art pour soi, ou bien est-ce qu'on peut parler d'une plus grande facilité, un meilleur accès à l'histoire? Alors moi je dirais que voilà, la tapisserie de Bayeux est une bande dessinée, les hiéroglyphes sur les pyramides sont des bandes dessinées. Oui, les fresques dans les églises orthodoxes, dans les cathédrales, un peu partout dans toutes les civilisations et toutes les religions, on a utilisé l'art pour communiquer, pour transmettre, éduquer, évangéliser ou, comment dirais-je, communiquer. La bande dessinée, c'est un moyen extraordinaire, un vecteur énorme à notre époque pour toucher vraiment un très très large public. Comme je le disais au début, beaucoup de gens ne lisent plus. Mais la BD fait exception. Et donc, à travers la BD, on peut transmettre des valeurs, des messages. Donc, c'est extrêmement varié. Mais alors, est-ce qu'on s'adresse à la même clientèle ou est-ce qu'on a une clientèle qui se désintéresse de la lecture, comme on peut avoir dans la musique des gens qui n'écoutent plus la musique classique parce que c'est difficile d'accès, on écoute une musique plus populaire, plus facile. Est-ce que c'est plus des enfants ou est-ce que ça fait appel à notre part d'enfance, nous qui sommes des adultes? Voilà, on parle de quelle catégorie de lecteurs? Alors effectivement, quand les gens n'ont pas l'habitude de lire de BD, ils me disent « Ah, mais moi, je n'ai jamais lu de BD » ou bien alors c'est pour les enfants, j'ai lu ça quand j'étais enfant. C'est vraiment le signe que les personnes ne lisent pas de bande dessinée. Au contraire, la BD est faite pour toutes les générations, pour toutes les catégories sociales. C'est si vrai que j'ai parmi mes lecteurs Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est quand même une personne cultivée, et qui lit des bandes dessinées, qui est un passionné de BD, l'ancien ministre d'État de Monaco,
eh bien, était aussi un passionné de bande dessinée. Donc, j'ai des ouvriers, j'ai des bourgeois, j'ai des gens vraiment de tous les milieux qui achètent et lisent des BD. Donc c'est un accès à cette large clientèle. Alors c'est vrai que l'image est un accès, on comprend rapidement de quoi on parle, tandis que sur un texte, il faut rentrer dans le texte, prendre du temps, s'isoler, et donc peut-être c'est un art pour soi maintenant qui concerne une clientèle extrêmement vaste. Alors par rapport à ça, tu es un auteur prolixe parce que tu as déjà édité combien d'albums? Alors, j'ai édité une bonne presque 40 albums et livres illustrés chez divers éditeurs sur des sujets variés avec des graphismes très variés. Parce que moi, je suis seulement scénariste de bande dessinée et donc il faut que je m'associe à une équipe, dessinateurs, coloristes. Et donc forcément, ça donne des albums très variés. Je donne un exemple, la série sur la ligne Maginot que tu as là. Évidemment, ça c'est chez Plein Vent, distribué par Hachette. Eh bien, c'est un dessinateur, Aurélien Bédéno. La série sur les Justes parmi les nations, les non-juifs qui ont caché et sauvé les Juifs au péril de leur vie, eh bien, là, c'est un autre dessinateur encore. Oui. La série sur les monts de Darwin, c'est une série que j'ai là, chez Dargaud. C'est sur les énergies renouvelables et naturelles. Et les 4 premiers volumes, c'est uniquement la géothermie, sous tous les angles de la géothermie, dont le 4e tome sera consacré au thermélisme. Là, tu vois bien qu'entre la ligne Maginot et ce graphisme-là, il y a une énorme différence. Voilà, ça c'est presque Heroic Fantasy, alors là c'est une BD ligne claire, tout à fait classique, c'est ce qu'il fallait. Donc je m'adapte en fonction des sujets, je trouve un éditeur, parce qu'on ne va pas publier, je ne vais pas publier une BD sur Lourdes, par exemple, chez un éditeur qui publie, je ne sais pas moi, des mangas érotiques. Ça serait absolument inconvenant. Donc je publie les ouvrages, mes bandes dessinées, en fonction de la maison d'édition. Et je trouve que Plein Vent, c'était vraiment la maison d'édition absolument indiquée pour ce genre de projet. Donc chaque fois, je choisis mes équipes, dessinateur, coloriste et l'éditeur qui convient absolument pour ce genre de projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu ne dis pas je suis auteur, tu dis je suis scénariste. Et donc, comment est-ce qu'on arrive justement à éditer, concevoir une bande dessinée? Est-ce que c'est pas un petit peu comme un film, puisqu'on a des images? Donc évidemment, il faut un dessinateur, tu viens de le dire, qui va tenir le stylo et l'autre tienne la caméra, mais tu ne dis pas je suis auteur, j'écris mon texte le matin à 5h du matin sur mon ordinateur. Non, tu scénarises, c'est-à-dire que tu as une équipe derrière toi avec presque une caméra. Alors c'est très bien de préciser ça, parce qu'il y a une confusion dans la tête des gens. Les gens me disent vous êtes auteur et il y a aussi un dessinateur. Je dis non, les auteurs d'une bande dessinée sont les scénaristes et les dessinateurs. Je dis les parce qu'assez souvent, il y a plusieurs scénaristes. En général, il n'y a qu'un dessinateur. Donc, auteur et dessinateur, scénariste et dessinateur, ce sont des auteurs. Le coloriste n'est pas auteur. Et parmi les auteurs, donc le scénariste que je suis, eh bien, effectivement, là, une bande dessinée, ça se pense comme un film, comme du cinéma. Moi, j'ai sans arrêt la caméra dans ma tête et je filme. Les gens qui me connaissent, ils le savent. Je suis toujours en train de trouver des projets. Je vais à un endroit, je dis ah bah tiens, on pourrait faire une BD sur le Rhône parce que je suis au bord du Rhône. Et j'imagine ce qu'on pourrait, parce que c'est facile à dire, avoir des idées, c'est pas difficile. Mais ensuite scénariser, trouver des éléments, nourrir le scénario, ça c'est le travail des scénaristes. Et le dessinateur, il est là pour exécuter ce que le scénariste ou les scénaristes lui envoient. C'est très important. C'est le scénariste qui commande une bande dessinée, non pas le dessinateur. Ah d'accord, ça c'est une précision. Donc ces gens-là travaillent sur tes visions, sur tes idées, et c'est toi qui valide ou pas ou modifie l'image, comme un caméraman va tourner une scène, et puis si elle ne convient pas, on va la retourner, voilà, jusqu'à ça fonctionne. Tu es un peu le réalisateur au cinéma. Voilà, si on peut comparer, c'est mutantis mutandis, c'est ça, oui. C'est un peu le réalisateur. Mais alors, une bande dessinée, c'est une équipe. Dessinateur, coloriste, scénariste, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est aussi une équipe qui travaille en amont, qui se déplace, qui fait des repérages, qui lit. Moi, je le dis souvent dans les médias, ce ne sont pas des BD Wikipédia que nous faisons. Ce sont des BD qui sont vraiment étudiées, travaillées, on connaît notre sujet à fond. Et donc, ça demande du temps, quelques mois de préparation avant de sortir un ouvrage.
Alors maintenant, c'est une anthologie, la BD, parce que on vend les premières planches de Hergé qui valent une fortune, on vend aux enchères. Enfin, ça devient un art pour soi. Hein. Cette année, c'est le centenaire de l'Art déco. Voilà, on redécouvre, il y a 100 ans, des graphismes. Et ben, je pense que très bientôt, on pourra célébrer peut-être le prochain centenaire de la BD, qui devient donc vraiment de l'art. Hein. C'est de l'art pour soi. Un véritable art, voilà. Il y a plein de gens qui ne... la plupart des gens comprennent que la BD, c'est vraiment un art. Une petite minorité ne prennent pas très au sérieux ce genre de projet, mais ça, il ne faut pas en tenir compte, ce sont des ignorants. Alors, comment choisis-tu tes sujets? Car tu as des sujets qui sont quand même toujours d'actualité. Là, par exemple, celui-ci sur Pompidou, tu m'avais gentiment invité au Sénat, où il y a eu donc un parterre de sénateurs, effectivement, et d'hommes politiques, pour célébrer... Et d'anciens ministres. L'histoire de notre ancien président de la République, qui a succédé au général de Gaulle. Voilà. Et c'est venu d'où ça sort, tous ces sujets? Alors, c'est très variable. Effectivement, quand on peut avoir un projet, une idée de bande dessinée, et à ce moment-là, on va contacter l'éditeur qui convient davantage à ce genre de projet. Un éditeur qui fait des BD historiques, eh bien, il va être intéressé par la ligne Maginot, par Le Monde Romain. Un éditeur qui fait des BD humoristiques, évidemment, je ne vais pas lui proposer une BD sur les Justes. Ça serait complètement inconvenant. Et donc, soit c'est moi qui propose, avec mes co-auteurs, on a l'idée, on a des projets, ou bien alors, c'est l'éditeur lui-même qui nous appelle et qui dit « Tiens, vous ne voudriez pas nous faire une BD sur tel sujet ?» Et ça a été le cas de Pompidou. Pompidou, ce n'est pas notre idée, c'est un projet du département du Cantal, pour ne pas le nommer, M. Bruno Faure, qui est le président du département du Cantal, qui souhaitait absolument marquer les 50 ans de la mort de Pompidou, 74-2024, 50 ans. Et comme je travaillais déjà avec le département du Cantal, la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc., pour cette série justement sur la géothermie, chez Dargaud, les monts d'Arvennes, dont les héros sont basés à Chaudes-Aigues, l'endroit où il y a l'eau la plus chaude d'Europe, ils nous connaissaient, ils nous appréciaient. Et ils m'ont contacté, je leur ai dit oui. Et j'ai pensé que ce serait bien d'associer Stéphane Bern à ce projet, parce que Pompidou, c'est quand même l'un des présidents les plus cultivés du XXe siècle, pour être plus large. C'était vraiment une personne extrêmement cultivée. On le connaît pour sa passion, son amour pour l'art contemporain, mais pas uniquement. Il a une anthologie de la prose, c'était un latiniste, helléniste, enfin c'était un homme d'une autre époque, de notre temps. Et ça m'a fait plaisir de réaliser cette BD. Et du coup, on va partir probablement pour une série sur les chefs d'État. Et Stéphane Bern est tout à fait favorable à ça. Et on va probablement faire un deuxième tome. On hésite entre plusieurs personnages et on va prendre une décision assez rapidement. Cette BD plaît beaucoup, parce qu'elle s'adresse aux collégiens, aux lycéens, elle est assez pédagogique. Dans une BD, on ne peut pas tout dire, hein, ce n'est pas un livre de 300 pages. On est obligé de survoler et on met les éléments essentiels de cet homme incroyable. Ses grands-parents étaient paysans, ils avaient 3 vaches dans le Cantal, et il s'est retrouvé président de la République. Il est passé de Montboudif à l'Élysée, effectivement, en passant par l'École nationale supérieure. Exactement. Voilà. Il n'a pas fait l'ENA. Il n'a pas fait l'ENA, mais le titre est tout à fait révélateur. Hein. Du Cantal à l'Élysée. Voilà, il y a tout dedans. Et alors, ces albums, c'est quoi le tirage? C'est-à-dire que ça se vend à combien d'exemplaires? Est-ce que ça s'exporte à l'international? Alors, je vais un peu choquer, mais la plupart des BD qui sortent ne sont pas rentables pour les maisons d'édition. Moi, j'ai la chance que les miennes le soient. Merci. Et cette BD, elle a été tirée à 10 ou 12 000 exemplaires, ce qui est beaucoup pour une BD. La plupart des BD ne dépassent pas 3 000 exemplaires en librairie, et souvent les éditeurs en font 5 6 000, mais ce n'est pas rentable. Il faut faire une mise en place énorme pour que ça se vende. Dargaud a les capacités de faire une grosse mise en place, mais Le Rocher aussi s'est investi énormément pour nos projets. Par exemple, la ligne Maginot est présente partout à la FNAC, dans toutes les librairies. Les Justes, pareil. Le Monde Romain, à Dromam, on est distribué par Hachette, donc c'est excellent. Pompidou, c'était un peu spécial, ça concernait quand même les scolaires, collèges et lycéens, mais on la trouve un peu partout, parce que, encore une fois, Plein Vent est distribué par Hachette.
Mais alors, qu'est-ce que c'est l'histoire de la BD dans le monde d'aujourd'hui? Ça prend la place des séries télé, ça prend la place des feuilletons qu'on avait dans les journaux avant, Ponson du Terrail et autres Balzac. Ça devient une facilité d'accès parce que c'est des images, mais en même temps, ça commence à raconter de vraies histoires importantes parce que la ligne Maginot, c'est quand même la guerre, la tempête, notre passé institutionnel avec Pompidou, les Justes, Lourdes, c'est quand même quelque chose tu rentres de Lourdes, je crois. Oui, je rentre de Lourdes parce que cette BD Lourdes, une histoire millénaire, est sortie la semaine dernière. Alors, le titre est très important. C'est pas strictement une BD religieuse, c'est une BD qui s'adresse à un très large public. Lourdes, une histoire millénaire, et c'est pour ça que ça avait du sens d'associer Stéphane Bern à ce projet, qui a d'ailleurs réalisé un secret d'histoire sur le même sujet. Il était à Lourdes au mois de mai, j'y étais aussi, Ouais. et le secret d'histoire sera diffusé avant Noël, m'a-t-on dit. Et notre BD, eh bien, ça avait du sens de sortir, de réaliser le secret d'histoire et de sortir la BD en même temps, quoi. Donc c'est une BD qui raconte naturellement les apparitions de Lourdes pour les croyants ou les incroyants, parce que c'est un fait, qu'on soit croyant ou non, mais aussi ce qui s'est passé avant. On s'est aperçu en creusant que Lourdes, ce n'est pas une ville anodine. Elle dépendait de Lugdunum, pas le Lugdunum de la vallée du Rhône, mais l'autre Lugdunum, près de Tarbes, de Saint-Bertrand-de-Comminges, où il y avait 20 000 habitants. C'est une cité romaine au fin fond de l'Empire romain, fondée par Pompée. Et l'un des gouverneurs, le troisième gouverneur, c'est Hérode Antipas, qui est dans l'Évangile. C'est assez incroyable quand on pense que ce qui s'est passé en 1858 pour les chrétiens à Lourdes. Revenons 2000 ans en arrière, Hérode Antipas, qui était en Palestine, pour rappeler, je ne vais pas de politique, la Palestine au sens romaine, la province romaine, eh bien, il se retrouve relégué là, au fin fond de l'Empire avec sa femme, près de Lourdes. Et puis ensuite, dans cette BD, on parle aussi de Charlemagne, qui n'était pas encore empereur, qui était roi des Francs, né en 780, et il se rend dans le sud de la France, dans les Pyrénées, pour terminer la reconquiste après le Poitiers. Donc, et il y a une forteresse à Lourdes où il y a des Sarrasins, une garnison sarrasine, et il se passe plein de choses. La légende dit que les Sarrasins deviennent chrétiens et vont se mélanger aux filles du Lavedan, de la région de Lourdes. Le blason tirerait son origine de cet événement. C'est une légende, c'est-à-dire que ce n'est pas faux. La légende, c'est un mélange entre la vérité historique et puis comment dirais-je, l'esprit qui se tourne. On ne sait plus très bien où est le vrai et le faux. L'histoire, c'est vrai, et la fable, c'est faux. Là, c'est une légende, c'est-à-dire il y a un fondement historique. Et donc, c'était intéressant de raconter qu'avant Lourdes, il y a eu Lourdes. Ça n'a pas commencé en 1858. Naturellement, on va dire que le centre de l'historique de Lourdes, c'est 1858, la Vierge Marie qui se révèle pour les chrétiens à Bernadette Soubirous. Que serait Lourdes aujourd'hui sans les apparitions de 1858? Une vulgaire petite bourgade avec un château fort, mais rien d'autre. Oui. Aujourd'hui, c'est un centre mondial où on y vient de partout. Il y a 4 millions de touristes et de pèlerins du monde entier. Et contrairement aux idées reçues, ça se développe. Il y a encore plus de monde qu'avant. À part que les gens font des séjours un peu plus courts. Et donc, je trouvais que c'était opportun de faire une BD pour parler de ce haut lieu de la spiritualité et de la foi chrétienne. Mais encore une fois, même les non-chrétiens y viennent. Il y a des musulmans qui viennent, puisqu'ils vénèrent Myriam dans le Coran. Et donc, c'est dédié, consacré à la Vierge Marie, donc ils y viennent. Les hindous qui habitent en France, et les gens de religion hindoue viennent parce que pour eux, ils font un syncrétisme, ça ne les dérange pas d'avoir un dieu de plus, une déesse de plus, et donc ils viennent vénérer la Vierge Marie à Lourdes, ils viennent se baigner dans les eaux de la source, mais pour les chrétiens, et en particulier pour les catholiques, c'est un lieu très important où la Vierge Marie s'est révélée à cette petite bergère, Bernadette Soubirous. Mais vous verrez dans le secret d'histoire de Stéphane Bern, il y a d'autres aspects qui ne sont pas forcément détaillés dans une bande dessinée. Alors parlant d'apparition, je trouve qu'il n'y a pas assez d'apparition des scénaristes de BD dans les grandes émissions, par exemple littéraires. C'est assez rare qu'on ait un scénariste, un auteur de bande dessinée en parallèle du prochain prix Goncourt ou prix Interallié ou prix que sais-je. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore les lettres de noblesse
de Saint-Germain-des-Prés. Eh bien justement, pour continuer ta métaphore, je dirais qu'on attend le miracle, puisqu'on parle de Lourdes. Là, on a atteint un gros miracle d'ouverture aussi des médias. Mais qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait Ben, que je sais pas, les critiques littéraires snobent un peu? Ils snobent encore ils snobent la BD, mais ça cesse petit à petit. De plus en plus, on invite des auteurs de BD. Alors évidemment, ils invitent des gros, des poids lourds, comme Johan Sfar, qui est remarquable. Mais il n'y a pas que lui. Il faut inviter d'autres auteurs de bande dessinée qui font un travail énorme, qui permettent de faire un travail de vulgarisation sans autre du terme, de faire connaître des sujets, l'histoire, des sujets aussi très importants, l'environnement, l'écologie, les énergies renouvelables, l'humour aussi, parce on peut se distraire. Mais alors, est-ce que justement, ton secteur bande dessinée ne manque-t-il pas de stars? Parce qu'il y a un star system, de toute façon, dans les médias. Ce star system, il fait vendre des livres ou des films. Et effectivement, il faut que tu passes de Yvon à Yvan le terrible dans la bande dessinée, façon à te faire vraiment reconnaître, tu l'es déjà beaucoup, mais il faudrait que vous soyez un certain nombre pour pouvoir pousser un petit peu tous ces critiques littéraires à vous considérer comme un art en tant que tel et vous recevoir comme des auteurs. Peut-être faudrait-il faire une BD ironique où on sur délivrerait les gens, mais ça ne fait pas partie de mes convictions. Donc moi, je fais des choses honnêtes et belles qui permettent de faire connaître la culture, l'histoire, la spiritualité, et certainement pas des choses négatives. Donc c'est pas par ce biais-là que je vais me faire connaître. Bien sûr, mais enfin, je crois que maintenant, vu le succès quand même de cet art et la quantité, il y a vraiment d'autres scénaristes de bande dessinée, et on se questionne pourquoi est-ce que nos grands critiques littéraires ne considèrent pas ça encore comme étant les égaux des romans, etc. Mais c'est pire que ça, ils sont hypocrites. Parce que je connais des membres de jury littéraire, je ne citerai pas les noms, qui sont amateurs de BD, qui raffolent de bande et qui lisent des BD. Mais ils n'ont pas encore franchi le pas. Ça va venir. Donc à quand le prix Goncourt pour une BD? Exactement. Voilà. Il y a des prix. Il y a plein de prix. Il y a Angoulême, il y a plein de la BD historique, la BD politique, la BD religieuse. D'ailleurs, j'ai reçu 2 prix à Angoulême. J'ai reçu un prix pour ma BD sur la première BD sur Lourdes il y a quelques années. Donc c'était très bien. J'ai reçu des prix à l'étranger aussi. Mais il faudrait un vrai prix, l'équivalent du César pour le cinéma ou d'un Goncourt pour la littérature. Ça va venir. Ça va venir. Bon. Et est-ce que les gens du Champagne, passant de la bulle à la bulle, ne pourraient pas être présents comme ils le font, par exemple, pour les beaux livres, hein? LVMH était très impliqué sur la catégorie beaux livres, livres de luxe. Mais justement, on avait parlé de la Chine tout à l'heure. Donc, apparemment, tu as des projets, là, notamment sur la Chine. Tu peux nous expliquer un peu? Justement, ça fait déjà 2 ans qu'on parle de ça avec Jean-Jacques Graff, qui est notre conseiller scientifique pour la série Les Mondes d'Arven, chez Dargaud. C'est une série sur les énergies renouvelables et naturelles, et les 4 premiers tomes sont exclusivement consacrés à la géothermie, sous tous les angles. Le lithium, ça fait partie de la géothermie. Le 4e tome sera consacré au thermalisme. Et Dieu sait si en Chine, la Chine regorge d'eau souterraine chaude, donc des eaux thermales, naturelles, volcaniques. Et Jean-Jacques Graff, qui est notre conseiller scientifique, il a des pistes assez bonnes pour pouvoir adapter, continuer à faire un tome qui serait consacré au thermalisme en Chine. Et évidemment, naturellement, la BD sortirait en chinois. Donc un vaste marché qui s'ouvre à la BD. Ah oui, alors c'est une BD jeunesse avec plein d'informations scientifiques à l'intérieur, mais qui dit BD jeunesse, une BD qui est lue par un enfant peut être lue par un adulte, le contraire n'est pas forcément vrai. Donc quand les gens me disent « Ah ben c'est une BD pour les enfants », oui, mais lisez-la madame, vous allez beaucoup apprendre. Très bien. Effectivement, donc là, c'est un vaste projet. Et quels sont tes prochains thèmes alors? Alors, nos séries continuent. La ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est toute cette ligne de construction, de fortification entre 2 guerres de Menton, parce qu'elle a commencé à Menton. La ligne Maginot, non pas en Alsace, parce que le danger au début, c'était les fascistes italiens, Mussolini, et non pas Hitler. Il était inconnu dans les années 20. Et puis, on remonte donc le tracé historique. Le 3e tome se prépare et se déroulera dans les Alpes Haute-Provence, au col de l'Arche, dans les Hautes-Alpes, à Montgenèvre, Briançon. J'en profite pour remercier tous nos partenaires, que ce soit les départements, les régions, qui nous soutiennent, les associations aussi.
On a la série sur les Justes parmi les nations, le tome 3 se prépare, et puis la série Adromam, sur le monde romain, on prépare le tome 4 cette fois-ci, et de temps en temps on fait des one-shots, ou pardon, des volumes uniques, parlons français, et des volumes uniques, et là on a un biopic magnifique sur Auguste Escoffier et la gastronomie. Il est très aimé en Chine, il est connu en Chine par les chefs. Il y a des chefs en Chine, il y a la gastronomie chinoise, elle est variée, c'est très varié, mais il y a des chefs vraiment réputés et ils connaissent Auguste Escoffier, ne serait-ce que par cette Bible des recettes, le livre de recettes d'Auguste Escoffier, c'est vraiment celui qui a fait connaître la gastronomie à l'étranger et il est de notoriété internationale. Et nous faisons ça avec Stéphane Bern, puisqu'il a également tourné un secret d'histoire sur Auguste Escoffier et la gastronomie, mais il y a parmi mes co-auteurs, il y a Michel Escoffier, qui est l'arrière-petit-fils du célèbre chef Auguste Escoffier. Le dessinateur, c'est Cédric Fernandez, avec qui on développe cette série sur la géothermie chez Dargaud, mais cette fois-ci, Escoffier, ça se fait chez Plein Vent, donc distribué par Hachette. Ça sortira au mois d'avril, et on fera un magnifique lancement lors des journées Livres et Vins à Saumur. C'est un festival exceptionnel. Il y a des dizaines de milliers de visiteurs, il y a des chefs, il y a des gens très connus, et j'en remercie d'ailleurs Jean-Maurice Belaïch parce qu'il est incroyable. Avec sa femme, ils organisent ce festival depuis des années, et cette BD sera présentée à cette occasion-là avec Michel Escoffier, Stéphane Bern, Cédric Fernandez, le dessinateur. Donc ça, c'est un biopic. Et on a beaucoup de partenaires, on a la Cité internationale de la gastronomie de Dijon, on a les Grands Buffets de Narbonne, à la Fondation Escoffier naturellement, on a les eaux volcaniques, ça c'est incroyable, de Saint-Géron, en Haute-Loire. C'est les seules eaux naturellement gazeuses. C'est pas Perrier, hein. Ce sont des eaux volcaniques naturellement gazeuses. Donc ils sont partenaires. Et il y a aussi on essaie d'allier à ce projet des produits extraordinaires. Le chocolatier Bonnat à Voiron, c'est la même famille, le même nom depuis 150 ans dans les mêmes bâtiments. Ils font leur chocolat à partir de la fève de cacao. C'est pas des industriels. On a un licoriste à Combiers, à Saumur. On a aussi le château Parnay, qui est incroyable. Donc on a des partenaires autour de Ça avait du sens, autour de cette BD sur Auguste Escoffier et la gastronomie. Ça nous met l'eau à la bouche, hein, mais quel programme! Ça va, je crois que cette BD va donner envie de goûter des mets français. Alors on est vraiment dans l'art de vivre, et c'est un peu le cinéma sur papier finalement, la BD. C'est exactement ça. Je pense qu'on va donner envie de manger et de boire, au sens équilibré du terme. Eh bien merci beaucoup, bon appétit à tous nos spectateurs, et à très très bientôt sur Mandarin TV. Merci Michel.